Allez, bonsoir à tous, salut et bienvenue voilà, pour ce live ce soir qui va être dédié justement à ces factures des années 90 dans le monde merveilleux des boutiques de jeux vidéo parisiennes. On a retrouvé des factures, on va regarder ça de plus près grâce à des collègues. Voilà. Alors, salut bien sûr aux gens qui passeront par le chat, nous dire un petit bonjour et qui regarderont le live en replay. Alors prochainement également, voilà, vous aurez pas mal de vidéos là qui vont s'étalonner sur une période jusqu'au mois de janvier. Il y aura également la suite avec la distribution Sodipeng et Shoot Again de NEC et d'Hudson en France. On aura une émission autour de ça. Également, voilà, on aura aussi, bien sûr, voilà, une mini-série d'émissions où on reparlera d'anciens jeux avec des potos voilà, de YouTube voilà, avec lesquels on va discuter de certains titres. Alors j'ai commencé cette mini-série avec Matt Mon Rétro. On en fera d'autres avec d'autres personnes, voilà, où on discute autour de certains jeux de différentes consoles, Super Nintendo, Mega Drive, peu importe. Alors salut à Sigma, salut à Stack, voilà, j'espère que vous allez bien les gars. Alors pour commencer, voilà, on va revenir sur l'émission que vous avez bien aimé dernièrement. Autour justement de l'interview de Domingos. Parce que c'est vrai que cette émission-là, elle a captivé pas mal de personnes à travers justement les commentaires et puis ce qu'on a pu raconter en coulisses. Et ça fera le lien justement avec l'émission que je vais vous faire ce soir où on va parler des factures. On va revenir également sur ces histoires à travers ce monde merveilleux des années 90 que les gens idolâtrent, parce qu'au final, je ne sais même pas exactement ce que les gens idolâtrent plus que ça, vu que c'est pas forcément la joie pour tout le monde au niveau des boutiques parisiennes, vous le savez très bien. Ça a été difficile pour tout le monde et c'est pas, disons que quand tu connais les coulisses, c'est pas forcément, on va dire, un lieu où justement la sérénité, l'honnêteté régnait, on va dire, par rapport aux clients. Voilà, Domingos nous a parlé de sa boutique Vidéo Invasion, que je remercie encore une fois, voilà, par rapport à son témoignage. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir des témoignages de gens qui ont œuvré dans ces boutiques des années 90, parce que vous avez beau aujourd'hui regarder des youtubeurs qui vont vous raconter des belles histoires, comme quoi c'était l'âge d'or, ceci, cela. C'était l'âge d'or pour une seule et bonne raison, c'est que beaucoup de produits qui étaient vendus étaient pas forcément déclarés au niveau des stocks, comme vous l'avez compris dans l'émission, et puis également il y avait des marges énormes au niveau des produits en import. Alors les produits en import, ça c'est terrible, on va dire, parce que il y avait pratiquement une marge de 100% pour les boutiques parisiennes sur certains produits. Alors il y a également voilà des gens qui ont laissé des commentaires sur cette vidéo autour de l'interview de Domingos, où justement j'avais titré La vérité sur République des années 90, parce que on a beau justement nous raconter des cracks sur des chaînes très connues, la réalité c'est pas celle-ci. Alors par exemple on avait Valenza Kaplan qui nous avait dit: dans les années 90 je louais des jeux Super Nintendo à Vidéo Future Place Clichy, je trouvais ça cool. Looney Tunes Basketball, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'allais à mes cours de boxe française, et ensuite je squattais les salles d'arcade de Pigalle, on était la génération skate roller, on passait le plus clair de notre temps dehors à faire les dingues virés au Trocadéro. On arrachait les insignes des bagnoles à coups de tournevis, on mettait des cartes téléphoniques dans les parcs-mètres pour récupérer la monnaie.
J'ai stoppé les consoles de salon après la Nintendo 64. Calme plat pendant pratiquement 20 ans. Et il y a 5 ans, j'ai chopé une 3DS XL, neuve pour rien. Euh, et j'ai commencé à avoir pas mal de jeux, dont des jeux que j'ai pris à République sans trop savoir pourquoi ça me plaisait. Je kiffais le concept rétro façon Game Watch de la console. Maintenant, j'ai 150 jeux, tous français en boîte. Je les stocke dans des caisses parce que je suis pas un collectionneur. Je les sors juste pour ma nièce et mon neveu. Donc au final, voilà, ils jouent pratiquement plus, on va dire. Certains m'ont coûté un bras, parfois une centaine d'euros, et maintenant je sais plus trop quoi en faire. C'est impossible de jouer à tous ces jeux. J'ai vraiment pas le temps. Enfin bref, les trucs next-gen, j'y connais rien. L'idée de devoir se connecter pour télécharger, etc. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais moi j'aime bien jouer tranquille à un jeu d'aventure sur DS ou 3DS sans internet, ce qui est possible d'être fait encore aujourd'hui. Bien intéressante cette discussion en tout cas, je me rappelle de vidéos futures blindées de clients à l'époque et ça a disparu d'un coup. En salle d'arcade on avait toujours un mec de la bande qui se lançait en conduite manuelle sur les jeux de bagnole, histoire de se la raconter. Comme d'habitude, hein, ça c'est courant. Daron de service et ça finissait toujours en tonneau, la caisse éclatait de partout, c'était trop fandard. Je suivrai également avec plaisir la partie 4 de l'entretien, et puis voilà, il y avait Domingos qui avait répondu, voilà, et qui a également connu les salles d'arcade. Alors on disait justement que la quatrième partie sera consacrée à la tête dans les nuages, les salles d'arcade Sega, assistant de direction, fin années 90, voilà. Et vous avez pu apprendre également pas mal de choses au niveau marketing du côté de chez Ubisoft, hein, c'est vrai ça. Ça c'est également une qualité d'avoir pu avoir une personne qui a travaillé dans des grandes compagnies, on va dire françaises et internationales, voilà. Alors salut à X-Ray, salut à Yordax, DigiFox, salut à Sébast. Alors l'émission avec Domingo c'était au top, très qualitative. Alors vous voyez quand nous on l'a faite, on s'en est pas forcément rendu compte, c'est-à-dire qu'on a discuté voilà tranquillement entre nous et on n'a pas forcément fait de montage, c'est-à-dire que la discussion était fluide et j'ai pas retrouvé à dire quoi que ce soit. Et puis après, voilà, on laisse parler les gens, c'est un peu l'intérêt, voilà. Ouais, c'est bien de voir les coulisses, en effet. Et puis, voilà, comme je disais, on peut en raconter d'autres, des histoires. C'est vrai que j'ai discuté après avec des gens, voilà, que je connais, qui m'ont dit, mais tu sais, en fait, dans l'interview, vous avez dit des choses par rapport au fait que, comment dire, les gens qui faisaient 100% de recel du côté de Paris dans les années début 2000, fin années 90, ces boutiques-là ont disparu. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. Il y a encore deux boutiques qui sont là. Voilà, qu'on ne citera pas, mais on ne parlera pas des boutiques en activité, voilà. Mais pour vous dire à quel point, voilà, ça peut, en effet, ça a profité à des personnes qui sont toujours en exercice et qui ne se sont pas gênés pour faire une petite délation entre guillemets et s'associer avec d'autres pour faire tomber les concurrents. Voilà. On n'en dira pas plus pour le moment, mais un jour on en parlera, c'est évident. Voilà. Salut à Thomas François Jean. Ouais. Par contre, il raconte de ces dingueries. Si tout est vrai, c'est hallucinant. On pourrait plus faire ça maintenant. Bah, disons que moi j'étais au courant de tout ça et il y a même pire. C'est-à-dire que je sais pas si dans l'émission on parle du fait que bah vous aviez à l'époque de la PlayStation 1 entre 97 et 99, il y avait beaucoup de consoles tombées du camion entre guillemets hein, qui apparaissaient dans les stocks neufs des boutiques de Paris et qui était modifié directement avec les Switch et on faisait croire aux clients que la garantie Sony était toujours valable. Et les consoles, en fait, les consoles, c'était 100% de bénéf pour la boutique et à aucun moment ces consoles étaient commandées à Sony. Voilà. Et bon.
On va pas en dire plus, mais vous avez compris que voilà, certaines boutiques faisaient des marges énormes en vous faisant croire, oui, mais nous, sur une console, on gagne pas grand-chose, c'est difficile pour nous. Voilà. C'est c'est toujours bien en fait de faire croire qu'en effet tu as du stock officiel dans ta boutique alors que ça a été jamais pris en compte au niveau trésorerie. Voilà. Il y a un truc qui raconte aussi qui est intéressant qui a existé pendant des années et je pense sincèrement que voilà il y a un peu de vrai encore aujourd'hui. C'est que à l'époque les vendeurs étaient payés bien sûr au black avec un petit contrat de stagiaire, un renouvelable, des choses comme ça. Mais ils avaient une enveloppe à la fin du mois où justement l'argent des échanges et des reprises et des ventes de produits d'occasion servait à payer les employés pour le mois dans la boutique. Voilà. Et pendant des années et des années, ça a toujours été comme ça hein, sur Paris. Vous n'aviez pas, on va dire, de contrat professionnel au niveau de la vente avec des gens CDIsés, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire encore. Je pense que vous aurez des gens également, s'ils tombent, voilà, sur certaines émissions que j'ai pu faire, avec d'anciens gérants de boutiques parisiennes, bah, je pense que certains vendeurs arriveraient à témoigner justement du fait ils se sont sentis exploités, parce que ça m'arrivait de parler avec eux dans d'autres boutiques, justement, où les gens travaillaient. C'est pas qu'il y avait un stress permanent, mais tu sentais que t'étais un peu un pion, mais l'appât du gain et gagner énormément d'argent par mois par rapport à quelqu'un qui va tous les jours travailler dans un entrepôt ou chez Conforama ou ailleurs, hein, ça les faisait rester dans la boutique, voilà. Alors X-Ray, tu dis les marches sur les jeux vidéo étaient pas ouf, il fallait gruger pour gagner sa croûte, ouais. Bah c'est surtout que même voilà, on l'avait dit dans l'interview il y a un petit moment autour de la franchise Score Games et Stock Games ou même d'autres magasins, c'est que les fournisseurs à un moment donné, si vous voulez, quand ils fournissaient les boutiques parisiennes, il y avait une marge définie. Et on est même arrivé à un point où les magasins ne passaient plus par les fournisseurs et passaient par Amazon et Zavi à un moment donné, début année 2000. Je ne sais pas si vous avez connu cette histoire-là, mais des boutiques parisiennes commandaient sur Zavi en Angleterre parce que les jeux coûtaient moins cher qu'avec les fournisseurs parisiens pour tout ce qui était PS2, PS3, etc. C'était assez amusant de voir ça. Mais oui, si on reparle des années 90, la marge se faisait sur l'importation. Ça, vous imaginez que ça revenait moins cher d'aller chercher les jeux, de payer un billet d'avion, que justement, on va dire, avoir un fournisseur officiel de Chine ou du Japon qui vous envoyait les jeux dans votre boutique, quoi. C'est quand même dingue de se dire ça. Mais bon, la plus grosse marge qui se faisait, c'était sur les jeux d'occasion, évidemment. Et l'échange. L'échange à 50 francs qui a permis à des boutiques vraiment de se faire de l'or. Avec un marché parallèle au neuf. Voilà. Alors, ça on avait dit dans l'interview, je vous laisserai regarder. Alors Boro il avait dit voilà salut je viens juste de finir de voir ta vidéo un peu à la bourre mais bon que dire si ce n'est que c'est du lourd à la fois cela m'étonne ne m'étonne pas mais en fait cela prouve bien que tu as raison Domingos ne fait qu'appuyer ce que tu ne cesses de dénoncer les magouilles et les arrangements entre testeurs et éditeurs de jeux. Ah oui, c'est vrai que chez Ubisoft, ils nous parlent également de l'accord avec des petits youtubeurs pour promouvoir des jeux claqués comme Assassin's Creed Unity ou Watch Dogs qui n'étaient pas terminés. Et on envoyait ça à des youtubeurs justement à qui on graissait la patte pour que ça passe mieux auprès du public et on n'envoyait plus les jeux à la presse spécialisée qui allait déglinguer le titre si jamais en effet le jeu était pas bon ou incomplet. On préférait demander à un youtubeur qui avait l'habitude de recevoir les titres, voilà.
Alors que dire des magasins parisiens? Bref, tu as raison et au moins tu oses dire la vérité, ceux qui tranchent avec les autres pseudo-experts dans le monde du rétro, qui s'inventent une vie littéralement. Bah, c'est vrai qu'après, moi je suis pas forcément en guerre comme contre les gens de chez Back in Toys ou de ces chaînes-là, mais le problème c'est que ces gens vous mentent sur la réalité des magasins. Ils ont 10 ans de moins que nous, pratiquement, la génération de ces chaînes-là, voilà. Tout ce qui est Conquerax, Back in Toys, alors là, je pense qu'après le public, d'autres youtubeurs et encore plus jeunes, mais ils ont une idée en fait du monde du jeu vidéo que leur ont raconté des personnes avec des témoignages qui sont qui font plus partie du téléphone arabe que de la réalité. C'est un peu ça le problème. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir en plus l'appui de témoignages de personnes du métier, voilà. Euh, alors l'anthologie PS2 Geekline sortira qu'en janvier. Bah alors je sais pas si vous vous souvenez, après c'est vrai que moi j'en avais parlé rapidement, on était au mois de février, c'est vieux hein. C'est-à-dire qu'au mois de février 2024, JM Destroy en avait parlé, Jean-Marc Desmolly qui est le gérant de Geekline, comme quoi il attendait les précommandes pour commencer en fait la production, etc., etc. Et il avait évoqué un, comment dire, un problème de fabrication du bouquin. Seulement, en fait, le problème également, c'est que quand tu voyais le nombre de précommandes qu'il y avait par rapport à ce que lui estimait, c'était très faible déjà à l'époque. Donc, je pense qu'il a repoussé également les précommandes pour avoir plus d'argent pour l'investissement. Et je pense que le livre n'a pas autant de succès que ça, parce que c'est quand même 150 € les 3 tomes. Sachant que la plupart des bouquins Geekline, c'est un petit encart avec une petite fenêtre et un texte de 4 lignes qui vous dit c'est un jeu avec un robot qui saute partout. Les gens n'ont pas forcément envie d'acheter un bouquin 50 balles à chaque fois. Ça fait des sommes énormissimes à la fin, mis à part des collectionneurs voilà, qui parfois n'ouvrent même pas le livre. Et ça, en effet, ça reste un problème parce que moi, je pense que la qualité des bouquins Geekline, elle est inégale. Il y a des bouquins qui sont extrêmement bien fournis et d'autres qui sont encore moins, qui sont beaucoup moins bien. Je prends l'exemple, par exemple, de l'anthologie PS1 et l'anthologie PC Engine qui sont très bons. Et à contrario, l'anthologie Mega Drive est très très moyenne, hein. Et je veux dire, quand tu fais une anthologie, une encyclopédie, il faut quand même vérifier ce que tu racontes, parce que tu le vends aux gens. Quand tu es sur YouTube et que tu peux faire des erreurs, c'est pas un problème, parce que tu demandes pas aux gens de payer pour ton travail. Mais oui, là, Anthologie Geekline, je pense qu'il y a un désintérêt croissant. Bah, il y a de plus en plus de bouquins qui sortent également, hein. Vous regardez au MacBook, il y a des bouquins qui sortent dans tous les sens. C'est pour le grand public, c'est pas forcément pour les grands spécialistes. Là, il y a une espèce d'anthologie sur les consoles de jeux. C'est ça sera difficilement complet. Ça va être difficile, voilà. Euh, alors, tu te dis Thomas François Jean, ça te rappelle un vendeur indépendant d'Issoire. Euh, les taxes en France, ça empêche de vivre au-delà de la gourmandise des distributeurs. Ah, il a 46 ans, il a pas 40. Ouais. Mais là, tu vois, c'est assez bizarre parce que la génération. Je sais pas s'il a 46, parce il avait 40 il y a pas si longtemps. Mais je crois pas qu'il ait 46. Je crois qu'il a 4 ans de moins, un truc comme ça. Bon, après, peu importe. Mais c'est la génération des gens qui le regardent, qui sont beaucoup plus jeunes. Salut à toi, Flay, comment tu vas? Ouais, ils ont ressorti une anthologie Gold, Super NES et Neo Geo. Je pense qu'ils ont peut-être pu corriger également des problèmes de date. Parce que moi je vois bien également dans le futur qu'ils ressortent par exemple tu sais une anthologie Mega Drive genre Gold aussi parce qu'il y a trop d'erreurs à l'intérieur au niveau de la sortie des titres etc. Ça pose problème tout de même vous voyez.
Voilà. Alors il y avait Antoine Laléré qui disait merci à toi Domingo et tous ceux qui ont tenu des boutiques à cette époque bénie. Vous avez pris des risques, comme tu le soulignais, des fois payants et d'autres non. Un jour il faudrait réunir des ex-vendeurs responsables de magasins dans une seule et même vidéo. Et qui se souvient de Euro Loisirs à Montparnasse. Il y avait également Electron et d'autres boutiques. Euh, alors, il dit Antoine Loleri, voilà. Je sais que je me répète, mais je suis tellement content d'avoir connu cette époque du haut de mes 12-13 ans. J'arpentais quasi toutes les boutiques parisiennes avec un copain chaque samedi après-midi. À chaque fois, c'était l'émerveillement, la découverte, beaucoup d'émotions, de frustration aussi, car le peu d'argent de poche qu'on avait, c'était impossible d'acheter des jeux. Heureusement, l'échange à 50 francs nous rendait le jeu un peu plus accessible. Domingo a l'air sincère dans sa démarche, son attitude envers les clients et jeunes enfants que nous étions. Je confirme pour l'histoire des dépouillages à République. Bon, c'était pas le ghetto, mais alors moi j'ai vu des gamins se faire soulever par le sac à dos par deux trois gars, métro Oberkampf et dans la rue quoi, voilà. D'où le fait de pas avoir forcément de signe distinctif pour dire que t'as acheté un jeu quoi. Mon Street Fighter 2 Super Famicom acheté à Ultima Voltaire en septembre 92 avec ma mère, un exemple parfait, 749 francs. Il valait mieux venir accompagner, ouais, c'est sûr, ouais. Alors, il y avait également Bastard Super Famicom, oui, la jaquette était assez belle, ça rappelait un peu les animés japonais, les mangas, mais bon, le jeu était avec un mode 7 combat à la DBZ dans le ciel, mais c'était vraiment différent des photos quand tu jouais au jeu. Le jeu était vite passé sous la barre des 300 francs, voire 250, ouais. Parce que le jeu se vendait pas, hein. Dès que le bouche à oreille était passé, les gamins, ils savaient que le jeu était pas bon. Alors il dit, je pense que j'ai dû croiser Domingo et son staff les vendredis soirs à la salle Sega d'Opéra, le Daytona USA, mais aussi le Virtua Racing avec 8 bornes côte à côte. Je venais avec ma bande d'amis, on se refaisait jusqu'à 1h du matin avant de prendre le dernier métro. Ouais, souvenir. Ah, peut-être qu'un jour ça renaîtra dans une salle parisienne. Alors, il dit une dernière chose qui pourrait être intéressante, le maître Sega officiel de l'époque a ouvert une chaîne YouTube. Ça serait cool que tu l'interviewes dans une prochaine vidéo. Alors, je l'ai contacté. J'ai pas eu de réponse pour le moment. Donc on attend de voir exactement voilà ce qu'il en est. Pourquoi pas interviewer. Alors je sais pas exactement l'impact pour vous par exemple qu'a eu ce maître Sega dans votre jeunesse. Parce que maître Sega c'est quoi en fait? C'est le gars qui faisait des astuces pour les magazines. Enfin c'est assez spécial quoi. Je sais pas. Je veux dire, au niveau de l'interview, est-ce que ça va apporter des choses ou pas? Peut-être, peut-être pas, je sais pas du tout. Après, bien sûr, pourquoi pas, en effet, essayer d'avoir une discussion avec lui, qui nous parle de Sega. Je pense pas qu'il dira des choses différentes de Régis Montrain ou d'autres personnes, voilà. Mais, parce que maintenant, on en connaît beaucoup hein, sur l'histoire de Sega grâce à ces personnes-là, ça a été vu de long en large en fait l'aventure de Sega à travers les journalistes qui ont fait des chaînes YouTube avec le temps. Donc c'est possible en effet qu'il y ait peut-être une discussion avec lui, mais bon, après je parie pas sur quelque chose d'extrêmement pertinent et construit. Voilà. Moi, je sais que de mon côté, j'aime bien également la chaîne de Dr JVTech, qui est quelqu'un d'appréciable parce que c'est quelqu'un du métier. C'est toujours intéressant d'avoir des personnes justement qui ont œuvré dans la programmation et qui ont connu une masse de programmeurs dans les compagnies françaises et européennes du jeu vidéo des années 90. C'est toujours super intéressant. Alors, on va regarder, si vous voulez, les gars, bah, on va regarder tout de suite ce qu'il en est du côté des factures, à quoi ça ressemblait les factures, etc. Parce que ça, en effet,
les factures des années 90, il y a encore une fois, il y a une légende urbaine hein, du côté de certaines chaînes YouTube où on vous a fait croire que les factures de jeux vidéo, il y avait un ticket de caisse, c'était imprimé, c'était ceci, cela. Le ticket de caisse n'existait que par des magasins comme Micromania, Score Games, et voilà, peut-être oui, après, Surcouf, ces magasins-là d'informatique, Conforama, etc. Vous alliez donc, les gars, sur République, ou dans les boutiques spécialisées du côté de votre province, hein, peu importe, il y avait pas de ticket de caisse. On vous imprimait un polycopier et ça s'arrêtait là. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce dont je vous parlais. Voilà. Alors, je remercie, je remercie Rix, bien sûr, de m'avoir fourni quelques photos de ces tickets de caisse qu'il avait gardés, voilà, du côté de ses souvenirs. On va regarder ça tout de suite, les gars. Alors, est-ce que vous, de votre côté, par exemple, hein, vous avez gardé ces petites factures ou pas? C'est-à-dire que là, par exemple, alors j'ai des photos plus nettes après, attention, hein, voilà, c'est pas forcément la photo parfaite au niveau. Là, on est, alors si je me trompe pas, on est chez Ami Le Pro. Enfin, je suis pas certain que ça soit Ami Le Pro celle-là. On va regarder après. Mais voyez comment c'était, voilà, par exemple, quand vous vouliez une facture, c'est-à-dire vous achetiez un jeu. Là, par exemple, 18 avril 92. Salut Dédé Lebon et salut Jack Retro. Alors, même Games Mall aujourd'hui, ils te font un ticket à la main. Bah, ils sont obligés parce que. Alors, ils le font pas tout le temps, mais ils te le font en effet, oui, pour leur comptabilité. Mais pour toi, c'est un système de garantie surtout, que tu l'as bien acheté au magasin avec le tampon du magasin. D'ailleurs, bah, écoute, attends, je vais essayer de te sortir ça en direct. Oui, attends, je te. Hop là. Oh. Oh là là, incroyable. Bah, je vous montrerai celle de Games Mall, je l'ai là, hein. Je vais vous la montrer, j'en ai une. Donc, alors, par exemple, ici, on est en avril 92. Comment ça se passait chez... Salut, salut Rix, ouais, j'ai pensé à toi, je me suis dit, je vais faire un petit live, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux venir discuter, écoute, voilà. Et à l'époque, voilà, on avait un polycopier comme ça, qui était à la base vide, hein. Vous aviez ils avaient un carnet, les magasins, avec le numéro de facture qui correspondait, bien sûr, comme sur un chéquier où vous marquez à qui vous faites le chèque et quel est, bien sûr. Vous mettez là, alors, regardez, ça c'est amusant parce que TVA, 0. 335 francs, TVA, ça me fait trop rire. TVA, c'est dans ma poche. C'est dans la poche du magasin, c'est ça. Hors taxe, TVA, non, en toute taxe comprise, allez, 335. Donc tu sais déjà que le jeu d'occasion que tu viens d'acheter, c'est tout bénef pour la boutique. Voilà, pas de TVA. Voilà. Alors, ouais, en effet, voilà. Par exemple, ici, c'est carte de crédit. C'est-à-dire que en haut, ils ont coché carte de crédit, il y a chèque et espèces. Et vous avez, voilà, le paiement en carte de crédit avec le reçu de la banque où justement ça a été débité au niveau du prix du jeu. Mais d'un autre côté, même si c'est payé en carte de crédit, la boutique ne compte pas la TVA dans sa comptabilité là, hein. C'est, Non mais bon. Alors 11 boulevard Voltaire, je pense que c'est à Milo Pro, Rix, hein, t'en penses quoi? Voilà. Et donc là, vous avez quand même une facture de 92. Il y en a d'autres hein, qui sont plus récentes. Voilà, on va regarder d'autres hein, si vous voulez, hein. Bah, c'est toujours amusant de regarder ces factures d'époque. Alors je vais vous la mettre dans le bon sens. Bougez pas, vous inquiétez pas. On va la tourner dans le bon sens. Alors ce qui est bien, c'est que c'est en grand format, hein, voilà.
Alors là, c'est micro-programme, c'est rue des Batignolles ou je sais pas quoi, un truc comme ça là. Boulevard des Batignolles à Paris. Alors attendez, je vous la mets dans le bon sens, hein. Ah, ça va être compliqué là, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, on va pivoter ça. Hop, c'est magique. Ah, le progrès, c'est magique. Voilà. Alors, hop. Alors là, c'est un achat en espèces, 79 francs. C'est un polycopier comme ça. Et je peux même vous dire que par exemple en 2002-2003, moi on était en fin 2003 ou 2004, je sais plus. J'avais acheté chez Ripley, je crois que c'est en 2004, j'avais acheté chez Ripley, la boutique en face de Stock Games à Jussieu, avant que Thomas parte à Antony, justement. Ils avaient ouvert une boutique à côté de Score Games, en face de Stock à Jussieu, où il y avait Dog Games, il y avait Famitsu, tout ça. Donc ils avaient ouvert cette boutique-là et la boutique fournissait ce même genre de facture. Voilà. Stock Games également avait ce même genre de facture où ils écrivaient à la main et ça s'arrêtait là. Là c'est encore plus vieux parce que Microprogramme 5, octobre 88 les gars. C'est un truc de dingue, hein. Là on a des archives, hein. Voilà, vous pouvez essayer le numéro de téléphone, hein, c'est plus la même boutique, hein. C'est ouais, là c'est en cash là. Là c'est en cash, voilà. Celle-ci. Alors les tickets de caisse s'effacent avec le temps, en effet, s'ils sont à l'air libre. Il faut les mettre dans un endroit hermétique. Parce que si vous voulez, j'ai deux factures que je peux vous montrer là même. Je vais vous montrer celle de Games et Mall. J'en avais une de Full. Alors Full Set fait des factures sur le ticket de caisse imprimé actuellement aujourd'hui, mais Full Set, c'est pas une boutique qui existait dans les années 90, ni début années 2000. Avant, c'était Vidéo Invasion, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, voilà, c'est une manette, c'est pour l'achat d'une manette, 79 francs, les gars, en espèces, rien de spécial. Mais là, on est encore, attention, dans des factures avec justement ce genre de polycopier, voilà. Alors là, c'est une facture de chez Electron, 190 francs, voilà. Trackball, alors je sais pas si c'est une manette trackball ou alors un jeu. Alors 190 francs, ça peut être la manette avec la boule là, c'est possible. Voilà, en octobre 88. On a le tampon de chez Electron, c'est-à-dire que là, la facture, elle est vierge à la base, et il y a un tampon qui est apposé, avec écrit à la main le produit acheté. Voilà. Ça a rien de spécial en plus par rapport à ce qui se faisait à l'époque, hein. Voilà, c'est une manette en effet, voilà, je penserais que c'est ça. Et du coup, faut faire comme Wawa, garder les sacs plastiques et les emballages de chewing-gum. Non, ça c'est les tarés qui font ça. C'est-à-dire que, pour ma part, moi j'avais des sacs de trader, j'avais des sacs de full set, j'avais des stacks de stock games, et ça pue le pétrole, c'est horrible. Les sacs, les gars, ils puent. Faut pas garder ça, hein. Faut dégager ça, les gars, hein. C'est horrible l'odeur, hein. Déjà, même actuellement, vous prenez un sac chez Trader ou Full Set, ça pue la mort, hein. Ça pue le pétrole, hein. C'est horrible, hein. Le plastique brûlé, tu sais pas ce qui s'est passé avec ça. Non, mais ça sent pas bon, hein. Donc voilà, on va changer. J'en ai d'autres, hein. On en a d'autres, hein. Ah, il y en a encore 5 autres, allez. Donc là, on est chez Amilo Pro, voilà. On est en avril 92. Bah, c'est la même facture avec le ticket de caisse, voilà. Achat à 16h45. Carte de crédit, voilà. 335 francs. Là, on voit le ticket de caisse, par exemple. Mais
attention, il y a un truc aussi, c'est que parfois également, alors bien sûr, ils donnaient pour la carte de crédit le ticket, mais la facture était sur demande. C'est-à-dire que comme l'expliquait Domingos de Vidéo Invasion, c'est que les parents demandaient une facture pour l'achat. Il y a des parents qui demandaient rien, et puis il y a des gamins qui venaient acheter un jeu, ils demandaient rien non plus. Vous reveniez au magasin le lendemain quand ça marchait pas, sur la confiance, pour vous plaindre après, voilà. Voilà, là c'est le magasin de Général, il y avait Surcouf également. Là c'est des disquettes 3 pouces et demi. Voilà. Alors là c'est quoi? Attends, 100 disquettes? 100 disquettes 3 pouces et demi? Non, c'est pas possible, attends. Ah, 770 euros. Ah, putain. Non. Regardez. Ah, mais Rix, t'as capté Rix ou pas là? Il avait acheté 100 disquettes 3 pouces et demi pour 770 euros. Francs, putain, je suis con. On était en francs à l'époque. 770 francs. Il avait fait deux chèques pour séparer la. Apparemment, deux chèques. Ah ouais, c'est dingue, hein. 770 francs. Enfin bon, bref, voilà. Tu sais, on s'extasie sur des petits trucs comme ça, voilà, c'est marrant. Coconut. Ah, Coconut, que j'ai bien connu, ça. C'est là-bas que j'avais acheté Gargoyle's Quest sur la Game Boy. J'avais acheté Double Dragon 2 sur la Game Boy. Et je vais vous faire une vidéo bientôt, les gars, sur la Game Boy, qui va être comme la série que j'ai fait sur la Super Nintendo, la Mega Drive, où je parle justement de quand est-ce que j'ai eu cette console-là. Et je vous raconterai comment ça s'est passé avec la Game Boy. Et bah Coconut, alors moi j'avais acheté ma Game Boy, je crois, dans un Carrefour. Et j'avais acheté, il faudrait que j'essaye de m'en souvenir de cette histoire-là. Et puis mes jeux, par contre, comme il n'y en avait pratiquement pas en vente du côté des supermarchés, mis à part bah, les jeux principaux, voilà, il y avait le Shoot 'em Up, il y avait Halloween, l'Arcanoid là, il y avait Super Mario Land, enfin, il y avait 4 ou 5 jeux au début qui étaient à peu près les mêmes. Et au final, si tu voulais des jeux que tu voyais dans les magazines Tilt, fallait aller à République les chercher. Il y a que qui les avaient parce que les jeux étaient pas forcément sortis officiellement en France. Ils venaient d'Espagne ou d'Allemagne ou d'Angleterre et on pouvait les choper grâce aux boutiques indé. Et donc j'avais pu avoir Double Dragon 1, le 2, les Tortues Ninja. Alors Tortue Ninja, je l'avais acheté je pense aussi dans un supermarché, il y était. Mais voilà. Alors là c'est Bataille d'Angleterre sur Atari ST et le jeu... alors est-ce que c'est Bulk ou Hulk? Mais je vois bien la boîte à quoi elle ressemblait à l'époque sur Atari ST également. Donc la bataille d'Angleterre, je crois que c'est un jeu de Cinemaware Software. Et voilà, c'était un jeu qui venait sûrement de sortir le 25 août peut-être 90. Je crois que c'est ça, c'est un 9 et un 0 qu'on voit là. Coconut, les gars, c'est la boutique qui se trouvait en fait à la place de celle que vous avez connue plus tard avec Stock Games. Et maintenant, il y a la grande. Il y a Manga Story maintenant. La double boutique avec tout ce qui est figurines, manga, etc. etc. Coconut, c'était là en fait. C'était plein centre au boulevard Voltaire. Numéro 13 boulevard Voltaire. Vous voyez, c'est marqué l'adresse. C'était un gros magasin qui avait tout en avance micro-informatique, hein. Amstrad CPC, Atari ST, Amiga, ils avaient tout, hein. Commodore 64, ils avaient même des jeux Game Boy, ils faisaient des DVD à un moment, enfin des DVD. Ils faisaient pas des DVD, qu'est-ce que je dis? Ils faisaient des films sur Laserdisc ou des conneries comme ça aussi. Alors attendez, alors on va regarder une autre. Ah oui, alors là par contre faut que je vous sorte voilà, sans disquette, sans jeu.
Même, je te dirais même que tu pouvais te faire des compilations, tu vois, dans le sens où bah, la compilation, à un moment donné, bah, tu te la fais en fait grâce à ton lecteur de disquette, tu compiles les jeux, tu les compresses, et ça rentre en fait sur tout de suite ta disquette. En général, on pouvait mettre deux petits jeux. Genre, tu pouvais mettre Shuffle Pug Café avec Arkanoid ou un truc comme ça, tu sais. Non, je vais essayer de me l'envoyer. Je vais essayer de me l'envoyer en direct cette facture. Allez, c'est parti. Comme ça, vous allez voir. Bon après, sincèrement, c'est toujours amusant de voir certaines choses réapparaître à la surface, voilà, au niveau des collections, au niveau également des fans de jeux vidéo qui ressortent un peu des reliques à droite à gauche au niveau du jeu vidéo d'époque. Alors je vous la sors tout de suite cette photo. Le temps qu'elle se transfère. Voilà, c'est bon, je l'ai, j'en ai une. Donc là, c'est une facture par exemple de Games Mall. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Voilà. Et voilà, téléchargement terminé, c'est bien, merci. Ah, c'était très cher hein, la disquette à l'époque, hein. C'était pas donné à tout le monde. Même au tout début des DVD, c'était 10 francs le DVD, 1,50€ si vous préférez. C'était pas évident au niveau des prix. Alors, bien sûr, il m'a sorti une photo trop grande. Fallait bien s'en douter. Donc en fait, je vais recommencer. Hop, voilà. Alors voilà, par exemple, là, c'est une facture de Games Mall. Alors eux, c'est le genre de facture que vous aviez en fait dans certaines boutiques un peu reclus, qui avaient un public très adolescent dans les années 90. Games Mall fait un peu pareil. Voilà, il déchire du papier sur un, un petit carnet, voilà, les feuilles à carreaux, on te met la date, on t'écrit ça, et puis voilà. Outrun Mega Drive japonais, 39€. Voilà, c'était un jeu complet. Et puis le tampon du magasin qui fait office de preuve que tu as bien acheté à la boutique, etc. Voilà, ça a rien de spécial, mais c'est le genre de facture en effet que tu avais également dans les années 90. Quand je vous dis que c'est pas des factures qui détaillent la TVA, les taxes et ceci, cela, c'est que le marché de l'occasion fait que à un moment donné, bah, même dans les boutiques modernes, voilà, on met pas tout en œuvre pour être transparent avec le client, voilà. 770 francs, ça valait le coup, tu trouves? Ah, peut-être, ouais. 300 balles, le jeu préféré, les 100 disquettes à 770. Oui, ça te faisait. C'est comme si tu achetais deux jeux d'époque, en effet, voilà. Ouais. Alors, et tu me dis que l'autre, il garde les emballages de chewing-gum. C'est spécial quand même, hein. Ouais. Alors, c'était Bulk, le jeu. Parce qu'il y avait un jeu également qui s'appelait Hulk, là, je crois, où justement, t'es dans des couloirs. Dans l'espace, etc. Mais c'est peut-être plus tard, c'est pas du tout en 90 qui sort ce jeu-là, c'est plus en 96 à mon avis. Alors j'ai une autre facture les gars, je vais vous montrer ça si vous avez envie. Je vais mettre ça de côté. Le problème c'est de la retrouver. C'est ça le problème, c'est que ça peut être facile. Ça peut être facile du tout.
Non, ça va être compliqué à retrouver là actuellement. Mais bon, c'est pas important parce qu'au final, c'était une facture, vous savez, de continent. Vous aviez le prix d'un jeu sorti à l'époque du côté de cette boutique-là. Et là, pour vous dire, je sais pas forcément où est le jeu, quoi. Mais le prix était de 549 francs, un jeu de Genesis sur la Mega Drive, du coup, qui était vendu dans les magasins Continent, avec cette facture d'époque. Il faisait dans les magasins type Conforama, type Continent, vous aviez parfois un petit stand avec un vendeur qui s'occupait de la micro-informatique, qui ouvrait une vitrine et qui vous donnait une facture, vous alliez payer à la caisse principale et vous reveniez chercher le jeu une fois que vous aviez payé. Ça se passait comme ça dans les continents Carrefour et Conforama d'époque. Et vous alliez retirer votre jeu une fois payé, voilà, avec la facture. Et on vous donnait avec office de garantie cette facture et le ticket de caisse. Mais c'était amusant de voir que même dans les années 90, vous aviez des magasins comme Continent qui vendaient des jeux Genesis pour la Mega Drive PAL. Voilà, des jeux en import qui étaient totalement compatibles, hein. C'est ça l'idée aussi, c'est que on pouvait mettre des jeux américains pour la Mega Drive européenne. Alors j'essaye en même temps de regarder si je le retrouve pas le jeu, mais il doit être vraiment placé à un endroit où il doit être derrière dans un étalage. Euh, alors Fly, tu dis il y a rien qui bouge dans cette boutique Games Mall, a pas changé ses factures, toujours le bloc-notes et le tampon. Ouais. Alors il n'y a pas grand chose qui change, hein, ça. Bah, quand les choses marchent bien, on va dire que voilà. Mais si vous voulez, après, pour leur trésorerie, leur compta, je sais pas exactement comment ils font. Bon, c'est sûr que moi je pense que quand vous allez dans d'autres boutiques parisiennes ou en province, la plupart du temps maintenant les gens payent avec la carte de crédit, donc évidemment il y a ce ticket de caisse qui arrive. Mais dans les années 90, le ticket de caisse en cash, ça n'existe pratiquement pas. Voilà, c'est pour ça que ça reste des reliques aujourd'hui pour les gens qui retrouvent ce genre de facture. J'avais retrouvé également, regardez, il y a un truc qui est assez amusant, voilà. En juillet 93, voilà. Alors, je sais plus si c'est ça le. Attends. C'est un bon de garantie, je crois, par rapport à une Super Nintendo avec Océan. Alors, c'est pas celui-là, attendez, c'en a un autre. Mais j'ai retrouvé sur internet des gens sur des forums qui vous postent en fait des bons de garantie ou d'échange de jeux Super Nintendo en Angleterre ou parfois même en France, hein, du côté de la Fnac. On peut retrouver pas mal de reliques autour de tout ça. Alors attendez, hop, là j'en ai un autre là. Alors, on va regarder ce que c'est. Non, non, j'ai pas tous les documents, j'ai pas tous les documents. Là, c'est en fait, c'est une lettre de rappel, un graphic manager, voilà, parce que ils sont en train de développer un jeu, je crois, en plus sur Super Nintendo. Je sais plus par rapport à quel jeu c'est, mais j'avais trouvé ça parmi d'autres trucs, voilà. Alors Dédé Lebon, tu crois que t'avais payé 50 francs les 10, mais c'était pas, c'était des no-name au niveau des disquettes, ouais. Alors tu dis que légalement la facture est ok, pas besoin de plus. Oui, du moment que ça a été écrit sur papier avec un tampon du magasin, ça suffit, hein. Et écrit à la main ou signé, rien besoin de spécial, hein. Tout à fait, hein. Voilà. Maintenant, vous, quand vous achetez également des jeux sur internet à des particuliers, vous n'avez pas forcément non plus de facture qui arrive derrière. C'est-à-dire que vous allez acheter même dans des magasins que vous connaissez et que vous voyez tous les jours.
Parfois, c'est à la confiance également, hein. C'est-à-dire que au niveau de la garantie, c'est un peu comme ça. Maintenant, je vous avoue, moi de mon côté, il y a une année, même récemment avec des boutiques parisiennes sur République, pour les contacter quand il y a un problème avec un jeu, ils font le mort. Il faut retourner à leur boutique pour aller les voir en face parce que vous voulez les contacter en fait sur les réseaux sociaux ou par email. Ou des magasins comme Fullset ou Trader, ils ont du mal un peu à régler les problèmes par correspondance, hein. Ils ont, même si vous leur dites que le jeu ne marche pas ou quoi, ils vous font pas confiance, faut venir à la boutique se faire rembourser ou quoi. Et même quand vous arrivez à la boutique, parfois ils sortent des saucisses. Donc moi j'ai des témoignages de pas mal de clients justement qui ont eu des problèmes avec les garanties et puis leur paiement et leur carte fidélité. Mais bon, après, sincèrement, voilà, c'est les petits aléas d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on marchait beaucoup à la confiance. On essayait de fidéliser le client en fournissant une facture, même polycopiée ou quoi, à des parents, etc. Aujourd'hui, je sais pas, t'as l'impression que si t'es pas forcément un très gros acheteur, bah ils ont pas forcément de grandes considérations pour toi et la garantie du produit. Dans les boutiques, dans certaines boutiques parisiennes, voilà. Alors maintenant, ils mettent des étiquettes scellées sur les vis des cartouches Game Boy ou Super NES. Ils mettent des étiquettes. C'est quoi cette histoire-là? Des étiquettes sur les vis des cartouches Game Boy. Et pourquoi ils font ça? Si ils font comme à l'époque où Stock Games ou Ultima foutaient des sacrés autocollants là en fait sur leur jeu, on s'en sort pas. C'est-à-dire il va falloir décoller, au niveau de l'étiquetage les jeux. Voilà. Il y a même à une époque, regardez ce qu'ils faisaient les boutiques dans les boîtes en carton. Justement, ils mettaient un tampon pour signifier que le jeu venait bien de leur boutique. Alors je crois que j'ai un tampon qui doit traîner quelque part. Il doit être dans un coin. Après, je pense que la photo, vous pouvez la voir également dans une autre vidéo où j'avais montré le jeu, vous savez, Donkey Kong Country 2, où en effet, j'avais montré le tampon du magasin Stock Games sur la boîte. Et ça permettait également à la boutique de savoir que le jeu venait de chez eux. Il n'y avait pas de souci en plus de ce côté-là, voilà. Alors est-ce que normalement je devrais retrouver ça quelque part là? Voilà. Ah bah tiens, parfait, voilà, on a trouvé. Génial. Stock Games, 15 rue des Écoles, Paris, voilà, le fameux tampon à l'intérieur. C'est un des jeux d'époque que j'avais gardé. Et vous aviez donc ce petit tampon, voilà. Pour, pour preuve que la cartouche n'a pas été démontée. Ah d'accord. Mais ça change quoi que la cartouche soit démontée ou pas en fait qu'est-ce que ça peut leur faire à Trader ou à Stock Games ou à Fullset que tu démontes la cartouche? Faut bien la nettoyer. Vu que eux ne nettoient jamais les jeux qu'ils vendent. Ils vendent des jeux dégueulasses parfois, les boutiques parisiennes. Donc, ouais, bonne soirée à toi, Rix. Ouais, de toute façon, je vais terminer le live aussi. C'était juste histoire de discuter rapidement, voilà. Sans plus. Et puis je vous dis, voilà, prochainement sur la chaîne, bah, vous aurez pas mal de vidéos qui vont arriver, avec également la suite d'interviews que j'ai pu faire avec d'autres personnes, et puis de discussions autour de certains jeux. Euh, on va essayer également de discuter des jeux les plus difficiles on a pu faire avec certains. Des jeux que voilà, c'était tellement difficile à un moment donné qu'on s'est dit tiens, on va arrêter d'y jouer parce que
Récemment, il y a des gens que je connais qui ont terminé Ghouls and Ghosts. Ils ont pas forcément pris de plaisir en le terminant. Pour eux, c'était un défi. Mais pour ma part, Ghouls and Ghosts, il va rester où il est. Et c'est pas un jeu que j'ai envie de terminer plus que ça, quoi. Voilà. C'est pas un jeu non plus je trouve, qui est très plaisant au niveau du gameplay. Par contre, vous voyez des jeux comme Aldines, où je suis arrivé au quatrième niveau, et par exemple même 1941, ou d'autres jeux que je trouvais difficiles au début. En s'acharnant, bah, tu arrives à un certain niveau. Mais et le problème, c'est le plaisir que tu as en jouant avec ces jeux. Pour moi, c'est ça le principal problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas forcément de grand plaisir à jouer avec ces titres-là. Et ça, en effet, pour moi, c'est un souci. C'est-à-dire que moi, par exemple, regardez sur un de mes jeux favoris que j'avais à l'époque sur Atari ST, c'était Shufflepuck Café. Je l'ai trouvé en fait sur la Famicom en boîte. Je me le suis fait importer du Japon. Alors sur Famicom, faut dire la vérité, c'est difficilement jouable c'est un jeu de palais. C'est difficilement jouable avec la manette. Après sur la Famicom, on peut adapter une sorte de manette pour Arkanoid. Il faut que je chope en fait la version d'Arkanoid avec la boule pour pouvoir jouer. Voilà. Alors, Flay, tu dis, imagine, tu as un jeu qui marche pas et qui cote, tu permutes la carte. Bon, tu sais. Bah non, en fait, je pense pas. Je pense pas, parce que le problème, c'est que t'as pas l'emballage quand tu permutes la carte après, tu vois. Alors, oui, tu peux dire en effet. Pardon. Tu peux dire en effet que tu vas racheter le même jeu et tu vas échanger la PCB et faire croire que le jeu marchait pas. Et tu vas rendre en fait la PCB qui était défectueuse chez toi. Hein, d'où les gens qui te disent que ça n'existe pas, que les jeux tombent en panne. Mais c'est toujours amusant en fait, si vous voulez, de voir qu'il y a toujours des escrocs. C'est-à-dire que les escrocs qui avaient 15 ans à l'époque échangeaient les cartouches à l'intérieur avec les PCB, le font encore à 45 ans. C'est quand même dingue cette histoire. Les gens n'ont. Alors moi je le vois également que les gens n'ont pas forcément évolué non plus dans leur mentalité pour certains, parce que il y en a qui ont une mentalité également très immature au niveau de déduction rapide au niveau de leur console, de leur jeu, etc. Et il faut surtout pas en fait briser leur enfance quand tu leur parles d'un jeu ou d'une console. Hein. Voilà. Le syndrome de Peter Pan, salut Abdul Jabbar. Ouais. Non, mais c'est. Alors, aujourd'hui et hier, j'ai beaucoup parlé avec des gens, justement, avec qui on parlait de youtubeurs rétro gaming, et on se disait qu'on avait énormément de mal à regarder les chaînes des autres actuellement. C'est-à-dire que, voilà, alors, il y a un truc qui m'a fait rire, j'ai vu sur la chaîne de quelqu'un, marqué 42 ans de rétro gaming. Ça me fait toujours rire de voir ce genre de choses. C'est pas 42 ans de rétro gaming, c'est 42 ans de gaming. Il y a 42 ans, tu faisais pas du rétro gaming. Enfin, c'est. Non, mais je pense qu'il y a il y a encore des gens, voilà, qui ont du mal à définir ce qu'ils font, qui ils sont, ce qu'ils font dans ce milieu, et pourquoi ils le font, si c'est pour l'argent, si c'est toujours en train de promouvoir également des jeux, toujours en train de promouvoir également des packs qui sont illégaux. Les gens qui vendent des produits limited run, strictly limited games, tout ça, et d'autres personnes également qui utilisent des grandes compagnies pour faire des ventes sur, comment dire, sur leur chaîne, etc. Attention les gars, hein. Nintendo ils sont très très chauds en ce moment. Hein. Sega ils ont retiré il y a pas si longtemps également de leur store enfin des stores indépendants, sauf Nintendo je crois. Sega a retiré pas mal de leurs jeux justement pour les utiliser et les vendre avec bénéfice. Donc actuellement les grandes compagnies Sega, Nintendo ils sont très très chauds en fait sur les contrefaçons et l'exploitation de leurs marques
sans autorisation. Il y a un YouTuber aux États-Unis là qui expliquait justement comment pirater une Switch. Le gars, il a reçu je crois une cinquantaine de plaintes de Nintendo contre lui. Non mais là on rigole, mais le jour où ça tombe en fait, vous qui vendez des produits sur votre chaîne ou également à Paris les boutiques qui vendent des contrefaçons, des cartes mode, etc. Le jour où un jour Nintendo ils se baladent dans vos boutiques et qui prennent note, qui prennent en photo tout ce qui se passe, et que vous recevez une convocation du tribunal, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, attention les gars, hein, méfiez-vous quand même. Hein. Enfin, faut pas trop jouer sur le dos de ces grandes compagnies. Aujourd'hui, tu pourrais faire des contrefaçons, par exemple, hein, sur des compagnies un peu mortes comme Atari, où voilà, tu te dis, tiens, je vais faire une mini console Jaguar, je vais faire un homebrew Mega Drive, un homebrew, un Mega Drive, un homebrew Jaguar. J'aurais pas de problème avec Atari, je serais pas poursuivi, mais là, attention. Tu mets les logos Nintendo un peu partout, tu mets les logos Sega un peu partout, même, regardez Bitmap Bureau et d'autres compagnies qui ont fait comme Xenocrisis ou Kai Magazine ne mettent jamais le logo Sega Mega Drive sur les homebrew. Ça, c'est des trucs à ne pas faire. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne à tous ces gens et même toutes ces boutiques parisiennes qui vendent des cartes mode et des contrefaçons. Attention, les gars, faites attention à ce que vous faites. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai hein, dans la piraterie, mais voilà. Alors, Flay, tu dis, il faut croire, vu qu'ils ont mis ça en place sur les codes des jeux. Ah oui, pour les échanges de PCB, oui, oui, bah, je suis pas étonné. Hein. Moi, je pense que si j'achète un Metal Slug à Paris à 25 000 euros et que j'ai une contrefaçon chez moi, je prends la vraie PC, les deux vrais PCB Neo Geo, je les fous dans le truc AliExpress. Si ça rentre, hein, j'en sais rien. Et je dis au magasin, non mais il marche pas votre Metal Slug à 25 000 euros là, remboursez-moi. Et là tu vas avoir la gueule en fait des gérants des boutiques qui vont te dire mais tu te fous de nous Enfin ça va être compliqué les gars là. Hein. Là je pense que c'est pas très intelligent de faire ça parce que les boutiques parisiennes, même les conventions sont très à même aujourd'hui d'expertiser un produit, même si on a vu des erreurs qui semblent être plus volontaires qu'autre chose de la part d'experts du côté des expertises parisiennes hein, pour les ventes aux enchères de l'année dernière. Voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, hein, voilà, on va se quitter là. C'était juste histoire de discuter, de parler justement de la vidéo de l'interview de Domingos avec les petites factures d'époque et puis certains faits voilà, sur lesquels vous avez apprécié de revenir dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée les gars, hein, profitez bien de votre soirée. Et puis on fera une émission un peu plus, comment dire... intéressante et complète prochainement dans un live, voilà. Allez, salut à tous! Je sais pas si tu l'as fait celui-là, il est vachement bien. Non, ça prend pas. C'est un peu comme Matrix Hero mélangé à Sidekicks. Tu peux défoncer l'arbitre.